On est toutes et tous passés par là, je pense. Le jet du robinet de la cuisine qui part en étoile, qui repeint le plan de travail et nous avec. Ah oui, Ou alors ce tout petit filet d'eau dans la salle de bain qui transforme le simple fait de se laver les mains en une vraie épreuve de patience. c'est un grand classique. Et le premier réflexe, c'est de pester, de se dire qu'il y a un problème de plomberie, alors que souvent la solution se cache dans un tout petit objet. Aujourd'hui, on se plonge justement dans plusieurs guides pratiques sur le nettoyage de ces terreaux méconnus, le mousseur de robinet ou aérateur. Notre mission, c'est de décortiquer la méthode pour lui redonner vie. C'est un excellent point de départ, parce que ce petit objet, il est bien plus important qu'il n'y paraît. L'analyse de ces documents nous montre que ce n'est pas juste une question de confort, pour éviter les éclaboussures, non, c'est directement lié à notre consommation d'eau. La source est très claire là-dessus. Un mousseur entartré, ça perturbe le débit. Et notre réflexe, c'est quoi? C'est d'ouvrir le robinet plus grand. On compense en fait. Exactement. Et ça, ce n'est pas anecdotique. Un mousseur très bouché peut réduire le débit de moitié. Donc pour se rincer les mains, on va laisser couler l'eau 2 fois plus longtemps. Et sur une année, ça peut faire des centaines de litres gaspillés. Ah oui, quand même. C'est un de ces petits gestes aux conséquences invisibles, mais bien réelles. Et la bonne nouvelle, c'est que le matériel nécessaire est d'une simplicité déconcertante. Une pince, un chiffon, un bol et un peu de vinaigre blanc. C'est tout. Donc, pas besoin d'appeler un plombier en urgence, on peut s'y attaquer soi-même. Alors, par où on commence? J'imagine que la première étape, c'est de démonter la bête. C'est ça. Il faut le dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si tout va bien, ça vient à la main, mais souvent le calcaire a déjà bien travaillé. Oui. Et là, j'imagine que le premier réflexe de beaucoup de monde, moi y compris, ce serait de prendre une grosse pince et de forcer. C'est une terrible idée, n'est-ce pas? C'est l'erreur classique, celle qui peut transformer un petit entretien en réparation assez coûteuse. Forcer, c'est risquer d'abîmer le filetage du mousseur, ou pire, celui du robinet lui-même. D'accord. Avant d'en arriver là, il y a une astuce qui est brillante et non destructive. L'idée, c'est d'utiliser la chimie à notre avantage. On prend un petit sac en plastique, genre sac de congélation, on le remplit de vinaigre blanc pur et on le fixe autour de l'embout du robinet avec un élastique. Ah, d'accord. Il faut que le mousseur soit complètement immergé. Et on laisse ça mariner quelques heures, voire une nuit entière si c'est vraiment bloqué. Et ça suffit? L'acide du vinaigre va ronger, dissoudre le calcaire qui a soudé les pièces entre elles. Après ce traitement, 9 fois sur 10, ça se dévisse sans le moindre effort. C'est le genre de technique qui donne l'impression d'être un génie du bricolage. Et pendant qu'on y est, un conseil qui m'a semblé essentiel, si on doit quand même utiliser une pince, même après. Oui, il faut absolument enrouler un chiffon épais autour du mousseur avant de le saisir. Ça évite de rayer le chrome. C'est un détail, mais ça fait toute la différence. C'est un excellent réflexe. Bon, une fois qu'on a enfin réussi à le dévisser, on se retrouve avec ce petit puzzle, hein. Le joint, le tamis, la bague. Et c'est là qu'intervient le meilleur ami du bricoleur du dimanche, le smartphone. Ah, Avant de tout séparer, le conseil le plus malin des sources, c'est de prendre une photo de l'ordre d'assemblage des pièces. C'est immédiat, ça ne coûte rien, et ça évite de se retrouver avec une pièce en trop au moment de remonter, en se demandant où elle pouvait bien aller. C'est une garantie anti-stress. je confirme. Ce conseil m'aurait été très utile la fois où j'ai démonté le siphon de mon évier. J'ai passé une bonne heure à jouer au mécano avec les joints. Une simple photo m'aurait sauvé la mise. Bon, notre mousseur est démonté, il a survécu, maintenant la phase de décontamination commence. L'heure du grand bain. Exactement. Le trempage, c'est le cœur du nettoyage, là où la magie opère. 2 options principales sont proposées dans les guides. La première, c'est la recette de grand-mère universelle. Un bol rempli d'un mélange moitié eau, moitié vinaigre blanc. Simple, efficace, éprouvé. Classique. La deuxième option, un peu plus concentrée. L'acide citrique en poudre. On en trouve facilement en magasin bio ou de bricolage. La dose, c'est 1 à 2 cuillères à soupe par litre d'eau chaude. On mélange bien, on y plonge toutes les petites pièces et on laisse agir entre 30 et 60 minutes. Et on voit que ça marche? Oui, on peut voir des petites bulles se former. C'est le signe que l'acide est en train d'attaquer le calcaire. C'est sur ce sujet des produits de nettoyage que j'ai trouvé la partie la plus fascinante des sources, parce qu'elle vient tordre le cou à quelques idées reçues. Ah oui, hein? On pense souvent au jus de citron, par exemple. C'est acide, ça sent bon, ça semble parfait pour ça. Et c'est vrai, le citron contient de l'acide citrique. Le problème, comme le souligne l'un des guides, c'est la concentration. Le jus de citron est bien moins concentré que le vinaigre blanc, et encore moins que l'acide citrique pur. Donc moins efficace. Pour un léger voile de calcaire, ça peut fonctionner, mais face à des dépôts solides, anciens, son efficacité sera très limitée. On risque de frotter pour rien. Mais la vraie révélation, le mythe qui s'effondre, c'est celui du bicarbonate de soude. Attendez, je dois avouer que là, je tombe de haut.
J'ai toujours cru que le bicarbonate était la solution miracle universelle, y compris pour le calcaire. On en met partout. Donc, chimiquement, c'est une hérésie de l'utiliser pour détartrer. C'est exactement ça. Et l'explication est purement chimique. Pour dissoudre le calcaire, qui est une substance basique, du carbonate de calcium, il faut un acide. C'est une réaction de neutralisation. Or, le bicarbonate de soude est lui-même une base. Il est alcalin. Ah oui, d'accord. Mettre une base sur une autre, chimiquement, il ne se passe rien en termes de dissolution. Le bicarbonate est un nettoyant fantastique, un abrasif doux, un excellent désodorisant. Mais pas un détartrant. Mais il est totalement inefficace pour dissoudre les dépôts minéraux. C'est un point technique crucial qui montre à quel point il est important de comprendre ce qu'on fait, plutôt que de suivre aveuglément des recettes populaires. C'est fou de penser qu'on utilise mal des produits aussi courants. Une vraie leçon de chimie pratique. Mais revenons à notre mousseur qui, lui, a eu droit au bon traitement. Il a trempé dans le vinaigre, le calcaire est tout ramolli. J'imagine qu'il reste une dernière étape pour s'en débarrasser. Oui, le nettoyage mécanique, mais en douceur. Une fois le temps de trempage écoulé, on sort les pièces et on les brosse délicatement, avec une vieille brosse à dents ou une petite brosse à poil souple. Le but est de déloger les résidus, surtout dans les fines mailles du tamis. Et c'est là que l'avertissement le plus important des guides entre en jeu. Ne jamais, au grand jamais, utiliser une brosse métallique ou le côté vert d'une éponge. Pourquoi cette insistance? On pourrait penser que ça irait plus vite? On gagnerait peut-être quelques secondes, pour un résultat désastreux. Une brosse en métal va rayer le chrome, mais surtout, elle va déformer ou même déchirer le tamis. Ah, d'accord. Et un tamis endommagé ne créera plus un jet homogène. Ça pourrait même causer des éclaboussures pires qu'avant. Le trempage a fait 90% du travail, le brossage n'est qu'une finition. La patience et la douceur sont les clés. C'est noté. Les pièces sont maintenant impeccables, comme neuves. Il ne reste plus qu'à remonter le puzzle. On se fie à la photo qu'on a sagement prise au début et tout devrait bien se passer. Presque. Il y a encore 2 détails importants pour un remontage parfait. D'abord, rincer abondamment chaque pièce à l'eau claire. Pour enlever les résidus d'encaux. Exactement. Pour éliminer toute trace de la solution de nettoyage et les derniers petits grains de calcaire. Ensuite, une inspection minutieuse du joint en caoutchouc. Il doit être parfaitement propre et en bon état. C'est lui qui garantit l'étanchéité. D'accord. Le moindre résidu coincé dessus pourrait causer une petite fuite. Une fois que tout est propre et sec, on remonte les éléments dans le bon ordre. Le tamis, le joint, la bague. Tout retrouve sa place. Et pour finir, on revise le tout sur le robinet, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là aussi, les guides donnent un dernier conseil, serrer à la main suffit dans la plupart des cas. Tout à fait. Si on utilise la pince, toujours avec le chiffon, on donne juste un tout petit quart de tour supplémentaire. Pas plus. Un serrage excessif, c'est le risque d'écraser le joint. Et voilà, on ouvre l'eau et on retrouve un jet parfait, silencieux et efficace. Mission accomplie. Mais pour éviter de devoir ressortir le sac de vinaigre à la prochaine fois, il faut penser à l'étape suivante, peut-être la plus importante, l'entretien préventif. Oui, c'est logique. Ce n'est pas une opération à faire une fois tous les 5 ans quand le robinet est complètement bouché. C'est un geste à intégrer dans une routine. D'ailleurs, les sources donnent une recommandation de fréquence assez précise, notamment pour les régions où l'eau est très dure, c'est-à-dire très calcaire. Oui, Pour ces régions, un nettoyage tous les 3 à 6 mois est conseillé. C'est rapide et ça évite que le calcaire ne s'incruste en profondeur. absolument. Et cela nous ramène à révision d'ensemble. Cet entretien régulier, ce n'est pas qu'une simple corvée ménagère. C'est un geste qui a un impact direct. En garantissant un débit optimal, on évite le gaspillage d'eau dont on parlait au début. Ces fameux centaines de litres par an. Exactement. À l'échelle d'un foyer, puis d'une ville, ça finit par représenter des volumes considérables. Et en plus, on prolonge la durée de vie de sa robinetterie. Un matériel bien entretenu est un matériel qui dure. C'est donc un geste à la fois écologique et économique. C'est une belle façon de voir les choses. Si on devait résumer l'essentiel de ce guide en quelques points clés à retenir, je dirais d'abord, la douceur avant la force. On protège le chrome et on ne force jamais. C'est le plus important. Ensuite, la mémoire visuelle. Une photo avant de démonter pour un remontage sans prise de tête. Puis, la leçon de chimie. Un acide, comme le vinaigre, pour dissoudre le calcaire. Une base, comme le bicarbonate, pour nettoyer, mais pas pour détartrer. Et enfin, le serrage modéré. C'est une synthèse parfaite. Et au fond, ce qui est passionnant avec une analyse aussi détaillée d'un geste aussi simple, c'est que ça ouvre une porte sur une réflexion plus large. C'est-à-dire ? Ça nous amène à une question pour la suite. L'attention et la compréhension qu'on vient de porter à un si petit composant
ne pourrait-elle pas s'appliquer à tant d'autres objets de notre quotidien? Du filtre de la machine à café à celui de l'aspirateur, en passant par les grilles de ventilation de nos appareils électroniques. Combien de ces objets pourraient gagner en efficacité, en performance et en longévité si on prenait simplement le temps de comprendre leur fonctionnement et de leur accorder un entretien régulier? C'est peut-être ça la clé. Voir nos objets non pas comme des biens de consommation jetables, mais comme des systèmes dont on peut prendre soin.